Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Ravie de vous retrouver après cette interruption. J'ai eu quelques problèmes de santé et puis obligation de travailler, hein. Vous savez, lorsque on commence sur YouTube, on doit avoir une autre activité professionnelle. Et justement, dans le cadre de cette autre activité professionnelle, j'ai rencontré de jeunes étudiants qui m'ont fait part d'une chose importante en ce moment, c'est-à-dire passer l'examen du bac français et également pour certains passer le brevet. Alors, il y avait des petites lacunes sur les mouvements littéraires et aussi des grosses lacunes sur les figures de style. Alors, je vous ai fait une petite vidéo. Je vous invite à tout simplement mettre sur pause pour prendre le temps de lire la définition de la vidéo et la comprendre. Bien sûr, je vais lire afin que les personnes qui apprennent le français entendent la prononciation. Je me suis dit que cette vidéo pourrait être utile donc pour les personnes qui passent un examen académique, également pour les personnes qui apprennent le français, qui sont curieux de ce qu'on demande aux examens un petit peu plus académiques. Et puis c'est l'occasion aussi d'entendre la prononciation, de découvrir des choses sur la littérature, sur la poésie. Donc c'est une vidéo, vous voyez là le bac est déjà bien entamé, bien commencé. C'est une vidéo aussi que vous pouvez regarder si malheureusement vous devez passer le rattrapage, ça arrive à tout le monde. Et puis on ne sait jamais sur YouTube, hein, des fois vous pouvez tomber sur cette vidéo pendant l'année scolaire. Bah écoutez, ça vous permet d'avoir des petits points pour comprendre les principales figures de style. Sur le site internet French Discoveries, j'ai mis également pour les abonnés du site une possibilité de télécharger le document afin d'avoir une sorte de petit pense-bête. Et puis nous allons donc découvrir ces figures de style. Ça m'intéressait d'autant plus d'en parler que nous avons des lectures commentées. Alors j'ai fait une première qui était plutôt grand public, mais il y en aura d'autres qui seront plus académiques tout au long de l'année. Donc écoutez, si ça peut rendre service, pourquoi pas. On reprendra donc la publication de notre série Trouver l'amour à Paris d'ici quelques semaines. On continue. Je sais que les élèves sont très en retard. Ils sont pour certains à l'épisode numéro 5 alors qu'on a publié déjà 10 épisodes. Donc je vous attends. Et en attendant, on va rendre service donc à des personnes qui passent leur examen ou qui seront amenés à passer un rattrapage en présentant sans prétention aucune quelques figures de style. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour avoir accès aux notifications et je vous dis à très bientôt. Alors, nous débutons et sachez, pour ceux qui sont curieux, qu'il existe 33 figures de style principales en français, donc utiles, enfin utiles si vous passez un examen et que vous devez démontrer votre connaissance. Et dans ce petit guide, nous allons en voir 33, donc comme je vous l'ai dit en introduction, vous allez pouvoir télécharger, si vous êtes abonné au site internet French Discoveries, vous pourrez télécharger la version papier. Pour les autres, eh bien, nous avons cette vidéo YouTube. Alors quand je dis être abonné sur le site internet, c'est un abonnement payant de 2 € par mois ou 20 € à l'année. Donc c'est une petite somme qui m'aide à payer les serveurs et le matériel. Mais si vous avez besoin juste d'accéder à quelque chose de gratuit, bah écoutez, tout simplement, vous mettez sur pause et vous faites des copies d'écran. Voilà, c'est le petit conseil que je donne à mes étudiants désargentés. Alors, on va commencer avec la lettre A
Et on va voir également donc comment faire comment faire. On va essayer d'avoir des exemples et de comprendre ces fameuses figures de style qui nous ennuient toujours lorsque l'on est étudiant parce que on a beaucoup de connaissances, mais au moment de l'examen, on a un peu de stress et on ne les connaît pas. Et puis, si vous ne passez pas un examen, mais que vous aimez la littérature française et que cela vous intéresse, eh bien écoutez, je pense que ce sera l'occasion aussi de voir des exemples et donc par conséquent, vous pourrez peut-être être tenté de lire des œuvres. Alors voilà, c'est toujours au moment où j'enregistre que la ville de Lyon se réveille, hein, puisque là, vous voyez, il y a une superbe moto qui vient de passer dans la rue. Allez, on se concentre, on arrive à la lettre A pour nos premières figures de style. Et donc, pour la lettre A, nous avons A comme allitération, assonance. Alors, ces deux termes sont en relation avec les effets sonores produits par la langue. On va les retrouver principalement en poésie. Donc, pour les élèves qui passent le bac, hein, n'oubliez pas, si vous avez une poésie, d'essayer de voir s'il y a des allitérations ou des assonances. Hein. Si vous ne savez pas quoi dire, c'est toujours quelque chose d'intéressant à dire au correcteur. Donc, l'allitération consiste en la répétition des consonnes, tandis que l'assonance est l'ensemble des effets sonores créés par la répétition d'une même voyelle. Alors, dit comme ça fait un petit peu indigeste. Voilà pourquoi je vais vous donner un exemple d'allitération dans un premier temps. Alors, c'est ces fameux jeux, vous savez, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Et on a également les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, archi-sèches. Et on a également le célèbre vers de Racine dans Andromaque, hein, pour ceux qui s'intéressent à la littérature un petit peu plus académique. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vous voyez, on les entend là, les serpents. Donc ici, on a bien des relations, une figure de style en relation avec les effets sonores produits par la langue. Et ici, donc une allitération, répétition de consonnes. Alors, on va voir maintenant un exemple d'assonance avec la répétition de la voyelle I. Alors, toujours Racine, encore lui, mais bon, vous savez, c'est pour aider mes élèves, hein, donc beaucoup ont étudié Racine cette année. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Alors, vous voyez, là, c'est un vers tiré de la tragédie de Racine, Phèdre. Et on va constater la répétition de la voyelle I, donc une assonance, qui va donc créer un effet sonore. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, et bien quand on passe un examen de français, c'est vrai on doit être en mesure de montrer qu'on a compris les enjeux du texte, mais aussi la manière dont c'est écrit, qu'on a une certaine connaissance des figures de style. Et c'est vrai que si vous aimez écrire, eh bien vous pouvez aussi vous amuser avec le langage. Donc voilà pour l'assonance et l'allitération. On a quand même 33 figures de style. C'est vrai que je ne vais pas dans les détails. Vous avez tout écrit à l'écran. N'hésitez pas à faire sur pause. Et pour les abonnés, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le petit guide qui, cela dit en passant, est très utile. Alors, on continue toujours dans la lettre A, cette fois-ci avec anaphore, qu'on va comparer avec épiphore. Alors, l'anaphore, c'est une figure de style qui est basée sur la répétition d'un mot, généralement en tête de plusieurs phrases ou d'un vers. Et donc, lorsque vous avez cette figure de style, mais en fin de phrase ou de vers, dans ce cas-là, on va parler d'une épiphore. Alors, quel est l'objectif? C'est obtenir un renforcement, une symétrie. On va prendre l'exemple du discours du 25 août 1944 du général de Gaulle. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé,
mais Paris libéré. Donc ici, on a vraiment une répétition de Paris pour créer un renforcement qui a pour but, bien sûr, de générer un sentiment patriotique. Mais on a aussi des fois ce genre de choses. Donc là, on va trouver une épiphore très sympathique dans une chanson de Claude François que vous connaissez tous, comme d'habitude. Pour les anglophones qui regardent cette chaîne, on connaît plutôt My Way. Alors, My Way de Frank Sinatra, donc, mais vous n'avez pas la jolie épiphore comme d'habitude. Donc, je vous ai fait une petite sélection sur l'écran. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Voilà, ça donne envie de réécouter cette jolie chanson, même si elle est un petit peu désespérée, de Claude François. Toujours dans la lettre A, nous allons parler de l'antithèse, donc qui est une figure de style appartenant à la famille des oppositions. En fait, une antithèse, c'est l'opposition entre deux pensées, mots ou groupes de mots dans une même phrase, et qui peut être introduite par des adverbes comme pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, au contraire, à contrario, mais. En fait, l'objectif, c'est de faire ressortir le contraste dans un discours. Donc, tout le monde connaît la thèse, l'antithèse, la synthèse. Eh bien, ici, nous sommes dans la lettre A, donc je faisais un petit focus sur antithèse. Et donc, n'oubliez pas, lorsque vous faites votre explication linéaire d'un texte, de relever les figures de style, mais surtout, c'est bien beau de les relever, mais d'essayer de voir ce qu'elles traduisent du texte. Alors là, je vous présente les figures de style, mais on n'a pas de texte en particulier. Pendant l'année scolaire, vous apprenez généralement, lorsque vous êtes au lycée, sur un texte donné, à relever les figures de style et à comprendre leur interprétation et les effets produits. Si vous n'êtes pas étudiant mais que vous êtes juste un amoureux de la langue française, c'est très utile pour vous parce que ça vous permet aussi d'accéder à la richesse de l'écriture d'un auteur, de mieux comprendre des choses et parfois de lever des ambiguïtés parce que si on s'en fie uniquement au traducteur automatique, eh bien vous pouvez parfois avoir des surprises parce que c'est vrai que les traducteurs pour le moment ne peuvent pas rendre tous les aspects poétiques et puis tous les aspects créés par les figures de style. Nous allons maintenant parler de l'antonomase. Alors, c'est tout simplement un nom propre qui devient un nom commun. Très utile pour les personnes qui apprennent l'étranger, par exemple pour comprendre un Don Juan. Souvent, mes élèves qui apprennent le français connaissent la pièce de Don Juan de Molière, mais ne connaissent pas forcément la signification. Donc au sens figuré, un Don Juan, eh bien c'est un homme très séducteur. On a également un petit peu plus moderne un Calimero qui est en référence à ce petit personnage d'un poussin noir qui est harcelé dans un dessin animé. Et vous savez, son leitmotiv, alors leitmotiv, on va voir ça tout à l'heure, c'est vraiment trop injuste. Et ben voilà, donc faire son Calimero, c'est faire son pleureur, son pleurnicheur. Et donc, à l'origine, Don Juan et Calimero sont des noms propres qui sont donc devenus des noms communs et qui sont même devenus des sortes d'adjectifs qualificatifs. C'est un véritable Don Juan et c'est un vrai Calimero, il se plaint tout le temps. Donc ça, c'est en fait la figure de l'antonomase.
On continue avec quelque chose qui a fait beaucoup parler, c'est l'autofiction. Donc autobiographie et autofiction, vous voyez, donc j'ai mis une petite barre, un petit slash, qui veut donc dire que j'oppose les deux termes, car une autobiographie, c'est pas la même chose qu'une autofiction. Une autobiographie, ça consiste à écrire l'histoire de sa vie, alors en n'étant pas toujours objectif, mais on ne le fait pas exprès. Parfois, ce n'est pas volontaire. Ça peut être volontaire, on décide de protéger des personnes, surtout si elles sont encore vivantes. Et puis, ça peut être involontaire, on vieillit, on a une perte de mémoire, on a envie aussi avec le temps d'enjoliver les événements. Tandis que l'autofiction, c'est mettre sa vie en fiction, donc mettre sa vie personnelle un petit peu de manière fictionnelle. C'est votre vie qui devient l'objet d'un récit, plus ou moins romancé. Vous êtes votre propre héros. Alors l'autobiographie est rétrospective, donc on revient en arrière, tandis que l'autofiction ne l'est pas forcément parce qu'on peut se concentrer sur un événement de sa vie en particulier et choisir de le romancer. Alors pourquoi peut-on choisir de faire de l'autofiction en dehors d'un certain narcissisme? Tout simplement aussi pour faire passer un message, pour également apporter un témoignage. Et puis il faut savoir que l'autofiction a été un genre très populaire et nous avons des auteurs en France qui sont vraiment des spécialistes de cette autofiction. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que les lecteurs ont parfois tendance à vouloir savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Or, une œuvre d'art, vous savez, on part du postulat que c'est complètement créé, que c'est quelque chose qui ne dépend pas de notre vie, mais bon, c'est écrit par un être humain, enfin pour les écrits qui sont écrits par sans les IA, donc qui sont écrits à partir d'un cerveau humain, et on met toujours un peu de soi dans l'écriture, sachant que par contre dans l'autofiction, le matériel utilisé, eh bien c'est vraiment notre vie personnelle, ce qui n'empêche pas qu'on a quand même le droit de transformer les choses. Ce n'est pas forcément une restitution et c'est un petit peu différent l'autofiction de par exemple ces livres de témoignages d'une célébrité qui va revenir sur son parcours, où là on est plutôt dans une biographie, une autobiographie. Voilà un petit peu en gros. Si vous écoutez ce podcast, puisque c'est plutôt un podcast plutôt qu'une vidéo habituelle, eh bien bravo à vous parce que c'est un sujet assez complexe, les figures de style. Donc ici, nous passons maintenant à la lettre B avec le blason et le contre-blason. Alors le blason, c'est un genre qui a été populaire au XVIe siècle. Il s'agit d'une description détaillée d'un être ou d'un objet dont on va faire l'éloge ou au contraire la satire. Alors dans le cas d'une satire, on va parler de contre-blason. Il se trouve que en poésie, l'éloge ou la satire s'applique au corps féminin. Souvent, voilà, c'est vrai que les femmes sont des muses pour la poésie et parfois, oui, ça peut être des hommes qui inspirent, mais c'est un peu plus rare. Et en fait, selon l'apostrophe, selon la tournure, selon le contenu du texte, le blason peut être spirituel, coquin, mais aussi courtois. Donc c'est un genre qui a été assez populaire, comme je vous l'ai dit, au XVIe siècle et pour les élèves qui étudient la littérature à cette période, il est fort probable que vous le voyez pendant l'année. Alors, nous arrivons maintenant à la lettre E et avec quelque chose que j'aime beaucoup, l'ekphrasis et l'hypotypose. Alors, vous voyez, à chaque fois, donc ekphrasis, ça commence par la lettre E et hypotypose, ça commence par la lettre H. Alors, pourquoi je les ai mis en opposition, ces deux figures de style ? Parce que, en fait, souvent, on va confondre l'hypotypose et l'exphrasis. Alors, derrière le mot exphrasis, qui est assez difficile à prononcer, se cache une figure de style qui est tout simplement la description, incluse dans un récit et de manière détaillée, très vivante, d'une œuvre d'art. Donc vous lisez un livre et dans ce livre il y a une description d'une œuvre d'art. Donc c'est vrai qu'on va rapprocher cette notion de l'hypotypose parce que généralement c'est décrit de manière assez vivante, assez détaillée.
Mais en fait, l'hypotypose, elle concerne les descriptions liées aux événements, aux objets et aux lieux, mais pas aux œuvres d'art. D'accord? Donc par exemple, là, je vous ai mis l'exemple, la description de l'alambic dans le roman L'Assommoir d'Émile Zola. En fait, pour ceux qui ont lu L'Assommoir ou qui l'ont préparé dans le cadre du bac, alors je sais que certains élèves ont la bête humaine, donc il y a des grandes descriptions justement de la locomotive. Donc là, c'est plutôt une hypotypose, puisque la locomotive n'est pas une œuvre d'art, c'est un objet. Mais dans la description de l'alambic, vous avez cette description qui est particulièrement prémonitoire de la chute du personnage principal Gervaise. Et donc là, c'est une hypotypose, une description très très vivante dans lequel, vous voyez, il y a tous les tuyaux de l'alambic qui bougent, ça s'affaisse. Et c'est vrai qu'on pourrait faire un parallèle, une étude complète avec la chute, malheureusement, de Gervaise dans l'alcoolisme. Tandis que si vous prenez le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, à un moment, vous avez une description de ce fameux portrait de Dorian Gray. Alors, j'essaie de pas trop spoiler, mais tout le monde sait que l'histoire du portrait de Dorian Gray, c'est tout simplement que le héros ne vieillit pas, mais que le portrait, lui, par contre, porte la marque du vieillissement, mais aussi du déclin moral du personnage. Et donc, la description du portrait de Dorian Gray dans le roman d'Oscar Wilde, c'est une exphrasis. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Comme je vous ai dit, je vais assez vite pour aider, puisque le but de cette vidéo, c'est parce que des élèves révisent en dernier moment, il y avait besoin d'une sorte de petit pense-bête. Et puis, si vous apprenez le français, vous êtes donc le cœur de cible de ma chaîne, normalement, si ça peut vous donner envie de lire, voilà. Donc, je vous invite vraiment à lire L'Assommoir d'Émile Zola, cette description de l'alambic, et puis également de lire de relire le portrait de Dorian Gray en français pour les anglophones, et vous verrez donc la description du portrait, c'est vraiment un exphrasis, tandis que pour la description de l'alambic, nous sommes sur tout simplement une hypotypose. Voilà, donc on se répète, mais la pédagogie, c'est se répéter. J'ai choisi de vous parler maintenant de l'élégie parce que beaucoup d'élèves bloquent un petit peu sur ce mot. Alors l'élégie, c'est une forme poétique héritée de l'Antiquité grecque et romaine qui est remise à l'honneur lors de la Renaissance et qui va comporter un registre lyrique où il y a la présence de plaintes, la déploration, l'évocation de la mort, de la souffrance, etc. Donc on peut dire que l'élégie est très mélancolique. Vous avez notamment les élégies de Pierre de Ronsard, et comme je n'aime pas répéter, vous lire une page Wikipédia, eh bien si vous êtes courageux, allez lire la page Wikipédia dédiée à l'élégie, dans lequel on vous présente le genre depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque romantique, et également on vous parle actuellement au niveau moderne. Encore une fois, je suis sur une chaîne pour apprendre le français pour les étrangers, et là c'est une petite vidéo que je fais un petit peu à part pour les personnes qui me l'ont demandé. Donc je vous invite à aller voir en détail la page Wikipédia si vous êtes vraiment une personne en recherche d'éléments littéraires. Toujours dans la lettre E, on va passer à une figure de style que j'aime beaucoup, l'euphémisme, et donc j'ai mis en parallèle, donc en opposition avec la litote. Les euphémismes et la litote sont des figures de style qui appartiennent au genre de l'atténuation. Donc un euphémisme est une expression atténuée afin de ne pas dire les choses directement par crainte de choquer ou par ironie. Si j'ai choisi aussi de vous parler des figures de style, c'est parce que ça peut être utile aussi en pratique du langage pour les personnes qui apprennent le français. Des fois, quand on ne veut pas être trop rude et qu'on veut être un petit peu diplomate, c'est vrai que utiliser l'euphémisme, c'est pas mal. Donc on va
on va le voir concrètement avec un exemple. Hein. Au lieu de dire ils sont morts, on va parler ils sont partis, ils sont disparus. Vous voyez, c'est un petit peu plus doux entre guillemets. Et la litote, consiste à en dire moins en apparence pour en dire plus. Alors ça, c'est surtout en littérature. Et le but, c'est d'impressionner le lecteur, surtout s'il y a une forme négative. Alors les élèves qui apprennent pour le bac de français, lorsque Chimène dit à Rodrigue « va, je ne te hais point », donc ici on a une litote en forme négative, donc en fait ici elle confesse son amour à Rodrigue et on comprend via cette figure de style de la litote que Chimène aime toujours Rodrigue. Je pense que ça, on a dû vous le dire pendant l'année, mais dans une petite vidéo de révision, c'est toujours bon de l'entendre à nouveau. On arrive maintenant à la lettre F avec quelque chose de très important qui s'appelle la focalisation, qui intéressera autant les gens qui apprennent le français que les personnes qui passent un examen. En effet, la focalisation, c'est une technique narrative pour orienter le regard du lecteur. Alors il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle la focalisation zéro ou omnisciente, donc le narrateur sait tout, voit tout, donc nous lecteurs on arrive à accéder aux sentiments de chaque personnage et on a même des fois des informations en avance par rapport à d'autres personnages. On a également quelque chose qui est complètement différent, qui est la focalisation externe. Le narrateur décrit et c'est très proche du visionnage d'un film, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'intériorité d'un personnage, on voit un petit peu derrière, comme derrière une vitre, et donc la focalisation externe ne crée pas du tout le même effet qu'une focalisation zéro ou omnisciente. Et enfin, on a une focalisation interne, le lecteur a accès aux pensées internes, à tout ce que voit, sait, ressent et pense un personnage, mais à un moment donné. Donc c'est pas l'entièreté, donc c'est uniquement un personnage. Et c'est vrai qu'en jouant sur les 3 focalisations, pour ceux aussi qui aiment écrire, vous pouvez créer des effets, attirer l'attention de votre lecteur. Pour ça, c'est pour les gens qui apprennent le français, qui ont envie d'apprendre aussi à écrire en français, puisque c'est des demandes aussi d'écriture créative. Pensez à jouer sur la focalisation. Par contre, si vous passez votre bac, le simple fait de savoir reconnaître les différents types de focalisation et qu'est-ce que cela veut dire dans le texte que vous présentez à l'examinateur, ça va vous permettre d'avoir des points en plus. Donc pensez-y, pensez à parler de la focalisation. On arrive maintenant à la lettre H et on va parler de quelque chose qui s'appelle l'hétérolinguisme. L'hétérolinguisme, c'est tout simplement la présence et l'interaction de plusieurs langues étrangères au sein d'un même texte littéraire. Donc, on parle souvent d'anglicisme, on dit oh, voilà, il y a des anglicismes dans ce roman, mais parfois il y a des romans où il peut y avoir plusieurs langues étrangères et donc pas seulement de l'anglais. Donc on va parler d'hétérolinguisme. Dans la lettre H également, il y a l'hyperbole. Alors, l'hyperbole, ça fait partie du genre de l'exagération. Et le but, c'est de faire un grossissement pour mettre en valeur ou appuyer une opinion, un fait, notamment dans le cadre d'un registre polémique ou ironique. Alors par exemple, dans de nombreuses expressions idiomatiques françaises, si vous apprenez le français, il y a des hyperboles. Par exemple, ce n'est pas la mer à boire, avoir les yeux plus gros que le ventre, pleurer des rivières. Alors, souvent, lorsque vous voyez ce genre d'expression idiomatique, vous êtes un peu perdu. Vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, sachez que c'est déjà, sur le plan de la figure de style, ce qu'on appelle une hyperbole, parce que boire une rivière, c'est énormément d'eau. Les yeux plus gros que le ventre, c'est avoir de très gros yeux, et pleurer des rivières, c'est pleurer beaucoup. Mais on sait très bien que ce n'est pas possible. Donc, l'expression, ce sont des expressions qu'on dit idiomatiques, qui
qui ont donc des sens complètement figurés. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir tout simplement mon Instagram, ou sur mon Instagram, je fais des capsules expliquant les expressions idiomatiques. Et je pense que je vais mettre plus de détails sur celle-ci. En tout cas, pour la vidéo, ce n'est pas la mer à boire, ça veut dire c'est supportable. Hein. C'est aller marcher 1 kilomètre, ce n'est pas la mer à boire. Marcher 1 kilomètre, c'est supportable, ce n'est pas un effort trop compliqué. Avoir les yeux plus gros que le ventre, par exemple, il a voulu manger 4 gâteaux au chocolat, bien sûr, il n'avait plus faim au bout de 2, il a eu les yeux plus gros que le ventre. C'est donc vouloir plus de choses qu'on a les capacités normalement pour manger, mais on peut aussi l'utiliser au plan économique pour critiquer quelqu'un. Hein. Ils ont voulu se développer plus que leurs possibilités, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Et pleurer des rivières, c'est tout simplement pleurer énormément, sangloter. Donc, et je vous renvoie vers une magnifique chanson de Victor Laszlo qui s'appelle Pleurer des rivières. Elle a une voix très jazzy, très calme, et c'est vraiment une chanson où elle parle d'un chagrin d'amour, et elle dit j'en ai pleuré des rivières, à quoi ça sert? En fait, j'ai beaucoup pleuré, et maintenant elle se rend compte que ça sert pas à grand chose. Donc pleurer des rivières, pleurer énormément, sangloter énormément. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Nous sommes maintenant à la lettre I et on va parler de l'ironie. Et entre parenthèses, j'ai mis antiphrase, je vais vous expliquer pourquoi. L'ironie, c'est une figure de style d'opposition. Le locuteur veut faire comprendre le contraire de ce qu'il dit en faisant appel à l'intelligence de son auditoire qui comprend le décalage entre sa pensée réelle et l'expression de celle-ci sur un mode ironique. Pour simplifier, il faut avoir quand même du second degré pour comprendre l'ironie. Donc il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Voilà encore une autre expression idiomatique. L'ironie, qu'on appelle aussi l'antiphrase, comporte de la raillerie visant une cible particulière. On va prendre un exemple d'auteur. Les écrits de Voltaire et de bon nombre d'auteurs des Lumières vont être empreints d'ironie pour dénoncer la monarchie absolue et les privilèges des nobles. Je pense notamment à un texte où Voltaire écrit au sujet de sa cuisinière qui a été victime d'un vol, et elle demande justice à Voltaire parce qu'on lui a volé un panier de fruits, et Voltaire prend sa plus belle plume et écrit au voleur, qui est donc un noble, mais pas en lui demandant de s'excuser, mais en lui disant je vous écris parce que ma cuisinière, quel culot, hein, elle a osé se plaindre que vous ayez volé ses pommes. Écoutez, je suis d'accord avec vous, vous êtes noble, vous avez le droit de lui voler des pommes. Et en fait, bien sûr, la lettre est tournée d'une telle manière que si on est intelligent, on comprend que le comportement du noble a été complètement inacceptable. Et alors l'ironie, c'est que le noble à qui cette lettre a été transmise par Voltaire, lui n'a absolument pas compris l'ironie. Il a cru que Voltaire donc prenait son parti. Il n'a pas du tout compris que Voltaire se moquait de lui. Donc une très belle ironie. Je vous invite, si vous étudiez des textes en français et vous ne comprenez pas forcément des fois le sens en utilisant les traducteurs, à vous poser la question, il y a peut-être une ironie. Je vais vous donner un exemple de la vie quotidienne. Par exemple, un enfant qui n'a pas rangé sa chambre et puis vous lui dites en souriant « Ah, c'est extrêmement bien rangé ». En fait, non, c'est pas bien rangé. C'est un peu ironique, donc on dit vraiment le contraire, et généralement l'enfant a compris qu'il n'a pas rangé sa chambre et que vous moquez un petit peu de lui. À la lettre F, nous avons deux choses importantes, leitmotiv et le lyrisme. Alors, le leitmotiv, c'est un mot, une formule qui revient à la manière d'un refrain dans une chanson, et on va utiliser cette figure de style en tant que mot dans le langage courant au sens figuré pour désigner quelque chose qui revient sans cesse dans le discours de quelqu'un. Et en musique, si vous êtes musicien, on va l'utiliser pour parler d'un motif qui revient un petit peu comme dans les canons de Pachelbel, où vous avez une sorte de boucle où ça revient en permanence.
Le lyrisme, donc, c'est une autre figure de style. C'est en fait un registre qui va privilégier l'expression exacerbée des sentiments, des émotions. Ben voilà, moi je vais être très lyrique là, j'en ai assez au moment où je parle. Voilà, toujours des bruits extérieurs alors que c'était calme avant que j'enregistre. Bon, de manière passionnée, poétique, les auteurs vont exalter les sentiments personnels, les passions. C'est une manière de sentir, d'exprimer les choses avec une vive émotion. On dit souvent que la poésie romantique est empreinte de lyrisme. Alors quand je dis la poésie romantique, n'oubliez pas qu'il y a des élèves qui passent l'examen. La poésie du mouvement romantique, hein, voilà, est empreinte de lyrisme, mais aussi dans la vie courante, les chansons d'amour ont beaucoup de lyrisme, hein, puisqu'on va parler des sentiments personnels et des passions. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui passent un examen, à décrypter le lyrisme présent dans le texte et généralement dans les poésies. C'est toujours apprécié par les examinateurs. On arrive à présent à la lettre M avec des choses très importantes, métaphores que j'ai mis, vous voyez, avec slash comparaison. La métaphore, c'est l'une des figures de style les plus courantes, comme la comparaison, et c'est une figure notamment où elles sont très très proches toutes les deux, mais il y a des différences entre métaphore et comparaison. La comparaison va contenir un terme grammatical qui va mettre en relation le comparé et le comparant, tandis que la métaphore, elle est beaucoup moins explicite. Donc ici, vous avez l'analogie entre le comparé et le comparant qui a disparu, et on va associer des termes appartenant à des champs lexicaux différents. Par exemple, dans la comparaison, elle est blonde comme sa sœur. Voilà, bon là on a comme qui me permet d'avoir un lien entre le comparé et le comparant. Mais par exemple, la métaphore, par exemple, un gros serpent de fumée noire, en fait, vous avez une colonne de fumée noire qui va sortir, par exemple, d'un bâtiment, et ça a une forme d'un serpent. Mais, vous voyez, ici, on n'a pas d'analogie, on n'a pas de mots permettant de comprendre cette analogie forcément, et c'est pour ça que lorsque vous traduisez avec des traducteurs automatiques, parfois quand vous apprenez le français, la métaphore, vous ne comprenez pas du tout ce que l'auteur veut dire. Donc c'est aussi intéressant pour vous de vous intéresser aux figures de style pour accéder et mieux comprendre notamment la poésie, si vous avez envie de lire de la poésie française, mais aussi parfois même certains textes, hein, même des textes dans lesquels on va créer des effets bien sûr poétiques, puisqu'on va associer des termes qui appartiennent à des champs lexicaux différents, vous voyez, le serpent, la fumée noire, et on va associer le concret et l'abstrait. Donc généralement ça va créer des images poétiques assez intéressantes. Donc vraiment là je vous fais une présentation synthétique, mettez sur pause pour relire ma définition et puis regardez dans les textes que vous étudiez en français, et puis pour ceux qui révisent là pour leur bac ou leur rattrapage, eh bien j'espère que cela peut vous aider, sachant, comme je vous ai dit, je ne suis pas une chaîne pour passer les examens de français, mais une chaîne pour s'intéresser à la langue. Donc, bien évidemment, vous avez sur Internet, et moi je vous renvoie également vers la page Wikipédia dédiée à la métaphore, où là vous avez énormément d'exemples. Toujours à la lettre M, nous avons la mise en abîme. Alors c'est une figure de style qui va inclure une œuvre dans une œuvre et qui va reprendre les thèmes et actions de l'œuvre de base de manière à attirer l'attention du lecteur sur un motif littéraire, de manière à le faire réfléchir sur le genre ou sur les rapports avec la fiction. Alors on va parler de reflets, d'écho. Moi je pensais, vous savez, les 1001 nuits, on va suivre l'histoire de Scheherazade, qui est donc prisonnière dans un harem et qui, pour survivre, chaque nuit va raconter au sultan une histoire. Donc en fait, elle va raconter au sultan des récits divers et variés. Donc il y a une mise en abîme, il y a la première histoire, celle de Scheherazade, et à l'intérieur, vous avez les contes que celle-ci raconte au sultan. Voilà, je vous le fais très bref. On est arrivé, je pense, à la moitié de cette vidéo, et donc n'hésitez pas à utiliser cette vidéo comme petit pense-bête, mais à relire aussi vos notes avec tout le travail qu'ont fait vos professeurs durant cette année.
À la lettre N, un néologisme. Alors ça intéresse aussi bien les gens qui passent le bac que les personnes qui apprennent le français. Un néologisme, donc le préfixe néo, c'est un terme qui signifie la création d'un nouveau mot ou alors l'emploi d'un mot ancien auquel on a donné un sens nouveau. Alors, si vous passez le bac de français, on vous a sûrement dit que Rabelais dans Gargantua avait inventé des centaines de néologismes et donc je pense que vous pouvez en trouver peut-être dans les textes que vous présentez. Mais on va prendre un exemple d'un néologisme dans la vie courante parce qu'il y a des personnes ici qui apprennent le français. Par exemple, quand on vous dit « j'avoue », qui veut dire pour « je suis d'accord ». À l'origine, avouer était et toujours confesser quelque chose. Alors c'était volontairement ou sous la torture. Maintenant, vous avez beaucoup de jeunes personnes qui vont l'utiliser en tant que néologisme pour quand je vous dis « oh là là, c'est un superbe film ». Oui, oui, j'avoue. En fait, c'est tout simplement pour dire « je suis d'accord ». Donc je trouvais que c'était un très bon néologisme, un très bon exemple. Il y en a bien sûr d'autres et le principe du néologisme, eh bien, c'est qu'il s'en crée en permanence. Nous voici maintenant arrivés à la lettre O et avec l'onomastique. Alors j'aime beaucoup parce que c'est l'étude des noms propres et de leur symbolique. Alors par exemple dans Madame Bovary, son petit prénom c'est Emma. Et Emma, donc E2MA, on ne peut pas s'empêcher de penser à la conjugaison au passé simple du verbe aimer. Elle aima. Et ça éclaire sur le personnage, son parcours de femme amoureuse de l'amour. Et beaucoup de personnes qui font des études littéraires sur Madame Bovary disent que Flaubert n'a pas choisi son prénom au hasard. Et c'est vrai que Flaubert ne laissait vraiment rien au hasard et travaillait vraiment son texte avec précision. Donc, vous voyez, l'étude des prénoms, je vous ai donné l'exemple avec Emma Bovary, mais on peut retrouver toujours dans Madame Bovary, vous avez Homais aussi, hein, le pharmacien, qui fait penser un peu à Homas, un petit peu borné, têtu. Il y en a d'autres également. Hein. Voilà. Alors, à la lettre O, on a également oxymore. Alors ça, c'est une figure de style qui va consister à allier deux mots de sens contradictoires. Les exemples les plus connus, vous avez clair-obscur ou douce violence. Une violence ne peut pas être douce et ce qui est obscur ne peut pas être clair. Cependant, ça existe, les expressions clair-obscur et douce violence, il y en a d'autres bien sûr. Et donc, si vous passez le bac, c'est vrai que l'étude des oxymores, dans certains auteurs, notamment Baudelaire, vous en avez pas mal. Et puis, pour les gens qui apprennent le français, ça vous permet aussi de comprendre un petit peu ces choses qui n'existent pas forcément dans votre langue naturelle. Si vous prenez la vidéo en cours de route, la lettre P est très importante. Nous avons pastiche, parodie, satire. Alors, le pastiche, c'est un texte qui est créé en reprenant les traits stylistiques d'un autre. Et c'est une imitation, c'est une figure d'imitation, mais le pastiche se veut positif, admiratif, avec l'emploi d'adjectifs mélioratifs. C'est un petit peu le contraire de la parodie, qui lui va imiter de manière partielle, ironique et ou moqueuse, avec des adjectifs qui sont dépréciatifs, et il y aura de la raillerie, on se moque. Et beaucoup plus extrême, un degré au-dessus, vous avez la satire. Alors la satire, c'est plein de moqueries, de critiques, et c'est assez caricatural. Voilà, je les ai mis tous les trois ensemble. Donc pastiche, c'est positif. Parodie, on commence déjà à se moquer. Puis alors la satire, le respect est mort. Ensuite, dans la lettre P, poème en prose. Alors normalement, les poèmes ont souvent été en vers, d'accord? Donc le vers c'est court et le poème en prose, il peut faire parfois la taille d'une nouvelle pour les plus longs et plusieurs pages et il s'agit d'un poème et non d'un récit. Et comment je sais que c'est un poème en prose? Parce qu'il y a présence d'images poétiques, il y a la musicalité, il y a le rythme, le lexique et une syntaxe recherchée, vous avez des éléments de poésie.
et ça va le rapprocher donc d'un poème en vers, mais à la place du vers, vous allez avoir des paragraphes et des alinéas. Alors pour moi, alinéa, c'était un mot facile, et j'ai découvert que des élèves ne savaient pas ce que c'était. Donc alinéa, vous voyez, il y a un petit décalage avant de commencer un nouveau paragraphe. Et parmi les auteurs qui ont écrit beaucoup de poèmes en prose, ben, vous avez Baudelaire et Arthur Rimbaud. Et sachant que Baudelaire et Arthur Rimbaud ont écrit à la fois des poèmes en vers et en prose. Si vous étudiez Les Fleurs du Mal de Baudelaire, il y a une partie aussi, ça dépend des éditions, mais des fois vous avez Les Fleurs du Mal, et puis vous avez aussi une partie qui s'appelle Petits poèmes en prose, dans lequel là on a aussi les tableaux parisiens. Alors ça dépend de ce que vous avez étudié pendant l'année, si vous avez étudié les deux œuvres ou pas. Et Arthur Rimbaud, moi je pensais son poème en prose le plus connu, qui est La Lettre aux voyants, qui pendant très longtemps a été aux examens de français. Très difficile à comprendre, très difficile à analyser, tout comme tout l'ensemble de la poésie d'Arthur Rimbaud, mais passionnant à lire. Et puis, si vous apprenez le français et vous intéressez à la poésie, sachez qu'il y a donc une poésie plutôt classique en vers, comme on le trouve dans beaucoup de pays, et aussi cette poésie en prose. Ça ressemble à un texte, ça ressemble, donc comme je vous ai dit, à une nouvelle, mais en fait, c'est tout simplement un poème avec une forme différente, un poème en prose. Dans la lettre P, j'ai mis également prosopopée. Cette figure de rhétorique consiste à faire intervenir dans un récit un personnage historique mort ou personnifié, en lui attribuant un discours spécifique à des fins d'arbitrage, de confidence, de révélateur, de témoignage ou de commentateur. Et dès l'Antiquité, on utilisait cette figure pour impressionner l'auditoire. Et donc là, vous regardez en fonction de ce que vous avez appris pendant l'année, et vous essayez de trouver quel est le personnage historique qui a fonction d'arbitre et de figure d'autorité. Et nous avons bientôt fini, car je conçois que faire une vidéo sur les figures de style, c'est toujours très très lourd, très très compliqué. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, allez, plutôt pour les personnes de niveau avancé et les curieux. D'ailleurs, je vous invite à être curieux et à avoir des textes. Et je suis en train de préparer, je mettrai en lien quand ce sera prêt, je suis en train de préparer des exercices dans lesquels vous pourrez essayer de retrouver ces figures de style pour vous entraîner. Et nous terminons avec le topos, qu'on appelait aussi le topoi. Donc ce sont des termes tellement utilisés qu'ils deviennent banals, sans intérêt. On dirait aussi de nos jours des clichés, des lieux communs. C'est un poncif, c'est un stéréotype. Donc par exemple, toutes les scènes qu'on va retrouver dans un genre littéraire, par exemple dans un récit de romance, la première rencontre entre deux amoureux, une scène de bal, une scène de mariage, des péripéties de voyage dans les récits d'aventure où il y aurait, je ne sais pas moi, un vol de cheval, on s'arrête à l'auberge, vous voyez, des choses qu'on s'attend à retrouver en permanence. Donc voilà, donc ça c'est le topos. Et ça peut être intéressant, si vous aimez écrire, de jouer avec ça pour le détourner, pour faire un pastiche, une parodie, pourquoi pas, et aussi de l'étudier pour voir un petit peu si des fois l'auteur, en partant d'un cliché, n'essaie pas de créer quelque chose d'original. Donc vraiment voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais terminer ici donc ma présentation des figures de style. J'ai essayé d'être synthétique pour ceux qui passent le bac, et puis de donner envie pour ceux qui apprennent le français, qui ont déjà un certain niveau, et puis même si vous n'avez pas un certain niveau, pour piquer votre curiosité. Et donc je vous dis à très bientôt pour une vidéo un peu plus classique. La prochaine fois on se retrouvera avec les épisodes de Trouver l'amour à Paris. Et n'oubliez pas, je vais mettre des petits exercices sur les figures de style prochainement. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez essayer de retrouver dans ces exercices les figures de style que nous avons évoquées. Mais n'hésitez pas à faire déjà une première recherche par vous-même afin de découvrir toute la richesse de la langue française. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt.